Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui en troisième, on va s'intéresser à la Constitution de 1958, de la Ve République, et on va essayer de comprendre vraiment le partage des pouvoirs et la manière dont la Constitution va être garante de pouvoirs bien séparés entre deux des trois pouvoirs, je vous rappelle, exécutif, législatif, judiciaire. Là on va s'intéresser au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. On a vu la fois dernière avec le tableau exactement comment ces pouvoirs se répartissent et qui les a en charge. Aujourd'hui on va voir plus exactement qu'est-ce qu'ils font, donc quelles sont les missions des différents pouvoirs pour comprendre que la Ve République est un régime qui est à la fois à caractère présidentiel mais également un régime parlementaire. Donc pour ça, je vous ai mis ce document en version blanche, en version vide sur votre espace numérique des classes, pour qu'on puisse ensemble le remplir et comprendre exactement comment les choses se mettent en place. Donc on a déjà vu la fois dernière qu'il y a deux types de pouvoirs, et ces deux types de pouvoirs sont partagés par des institutions différentes. Vous avez à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est aux mains du président de la République, des premiers ministres et des ministres, donc dans ce qu'on appelle le gouvernement, et du Conseil constitutionnel qui a pour but de vérifier si une loi est prenable dans le cadre constitutionnel ou pas. Et vous avez le pouvoir législatif qui lui est aux mains du Parlement, Assemblée nationale plus Sénat. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, vous pouvez déjà remplir ces deux espaces sur votre fiche. Donc président de la République plus gouvernement, avec le Premier ministre forcément à la tête du gouvernement, c'est l'exécutif. Et Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat, les députés et les sénateurs, c'est le pouvoir législatif. Voilà. Et forcément, on distribue ces pouvoirs à des personnes différentes, des groupes différents, et on a vu la fois dernière qu'ils étaient issus du suffrage universel, direct ou indirect. Je vous renvoie à la précédente vidéo pour voir tout ceci, ce qui vous permet de voir que dans le principe démocratique et républicain, le gouvernement n'est que l'émanation du peuple souverain, d'après ce que disent les textes. Voilà. Donc maintenant, on s'intéresse à nos deux pouvoirs, en commençant par le pouvoir exécutif. Donc la Ve République, c'est un régime qui est à caractère présidentiel. On va maintenant étudier deux pouvoirs, deux rôles. À gauche, le pouvoir du président de la République. À droite, le rôle du gouvernement. Alors comme on l'a vu la fois dernière, ça on l'a déjà dit, le président de la République, il est élu au quinquennat, c'est-à-dire pour 5 ans. Avant 2002 et le deuxième mandat de Jacques Chirac, qui a décidé ce passage du septennat au quinquennat pour adapter plus vite le changement de président à l'évolution des besoins et des envies des Français. Avant c'était donc le septennat, il a pris cette décision de faire évoluer son deuxième mandat vers un quinquennat. Depuis 1962, donc pas 1958 mais 62, c'est au suffrage universel direct que nous choisissions nos présidents. Entre 58 et 62, c'était l'Assemblée qui le faisait et le général de Gaulle trouvait, premier président de la Ve République, que ça donnait trop de pouvoir à l'Assemblée et pas assez au président. Donc il a mis en place, suite à un référendum, ce passage au suffrage universel direct en 1962. Donc le peuple élit directement, par le biais des élections présidentielles, le président. Depuis 1976, la majorité élective est à 18 ans. Là, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui met ceci en place, qui prend mandat en 1974. Auparavant, c'était 21 ans. Et le président français, contrairement par exemple au président américain, est rééligible sans limitation. Donc on pourrait être élu de 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'y a pas de limitation à l'éligibilité. Éligibilité, c'est ça. Éligibilité. Comme quoi, les mots compliqués amènent à des neurones qui parfois se touchent pas. Le président, lui, il est, deuxième chose, chargé du respect de la Constitution. C'est le garant de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire que chargé du respect de la Constitution? On le regarde en regardant exactement ce que la Constitution indique comme pouvoir du président. Donc voilà, ça c'est les différentes choses qu'on fera par après, des extraits de la Constitution qui vont nous montrer justement comment le rôle du président de la République est défini. Alors, je vous mets en bien grand. Voilà. Donc côté droit, le rôle du président de la République, et côté gauche, des élections présidentielles. Alors vous voyez que les élections présidentielles sont un scrutin uninominal à 2 tours, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne pour laquelle vous votez, pas un groupe de personnes. Il y a un premier tour. Si au premier tour, vous avez une majorité absolue qui se dégage, c'est-à-dire la moitié des voix plus 1 au minimum, vous avez un élu. Sinon, on passe au second tour, et au second tour, il faut uniquement une majorité relative. Par contre, entre le premier et le second tour, on va garder les deux
candidats qui sont à la tête des suffrages dans le premier tour. Donc là, on est dans les élections de 2002. Vous voyez que ces élections ont opposé Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen obtient à peu près 5 millions des voix, Jacques Chirac à peu près 25 à 26 millions des voix, et Jacques Chirac, donc obtenant la majorité, devient président de la République française à compter du 17 mai 2002 à 0 heure. Donc il y a un moment de passation de pouvoir entre le résultat de l'élection au second tour présidentiel et le moment de la prise de pouvoir du nouveau président. Alors que fait justement ce président ? Alors on a un ensemble d'articles de la Constitution côté droit qui nous montrent. Vous voyez que le président va avoir pour rôle d'abord d'être l'arbitre de la Constitution. Donc il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, le fait que les décisions puissent continuer à être prises. Donc le président, c'est le surarbitre de la nation. On reprend là un peu le concept du roi. Auparavant, avant 1789, le roi était considéré comme le surarbitre de la nation, pour certains, c'est-à-dire celui qui pouvait rendre les derniers arbitrages. Là, le président, la grande différence c'est qu'il est évidemment élu, qu'il représente donc le peuple, puisqu'il est élu au suffrage universel direct. C'est l'arbitre qui va contrôler justement le bon fonctionnement des pouvoirs. Par contre, dans l'esprit de la Ve République, ce n'était pas le président qui était le chef du gouvernement et celui qui menait la politique. Ce rôle était dévolu au Premier ministre, dans le cadre du Conseil des ministres. Alors là, vous avez un changement de mentalité depuis une vingtaine d'années, où de plus en plus les présidents sont considérés comme étant ceux qui sont les chefs du gouvernement et qui sont dans le quotidien des prises de décision. Jusqu'au mandat de Jacques Chirac, vous avez des présidents qui avaient des apparitions publiques plutôt rares et qui ne rendaient d'arbitrage que lors de très grandes décisions pour fixer de très grands caps. La politique quotidienne étant plutôt réservée au Premier ministre, qui était le chef du gouvernement en tant que justement premier des ministres. Là, on a un changement, une évolution de la Ve République, ce qui amène certains hommes politiques, par exemple, à souhaiter le passage à une Sixième République qui demanderait une nouvelle constitution. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce sujet. Le rôle du président, quant à lui, même s'il est mouvant, qui peut changer dans le cadre toujours de ce que la Constitution lui permet de faire, évidemment, c'est de promulguer les lois. C'est donc par lui que les lois vont passer, cette promulgation, une fois qu'elles sont prises et qu'elles sont décidées par le pouvoir législatif, le président va faire rentrer les lois en application en les promulguant au journal officiel. Donc une loi va passer au journal officiel, officiellement être publiée, et là va pouvoir rentrer en application, et ça va être le rôle de l'exécutif de faire exécuter la loi telle qu'elle est prise par le Parlement. Le président, après avoir promulgué les lois, peut aussi en proposer certaines. Alors, comment proposer des lois ? En soumettant un projet de loi, par exemple, à un référendum. Donc seul le président, en tant que représentant du peuple direct par suffrage universel, a le droit de soumettre au peuple par référendum un projet de loi directement. Ça s'est passé par exemple pour le projet de constitution européenne en 2005. Le président soumet au peuple ce projet de loi, à l'époque Jacques Chirac, et finalement le projet de loi n'est pas adopté. Le président de la République peut également prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. S'il estime que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, ou bien s'il n'a pas de majorité pour que le gouvernement puisse gouverner, il dissout l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il faut tout de suite organiser à ce moment-là des élections législatives anticipées. Donc il faut tout de suite des élections législatives pour permettre aux gens de remettre en place des députés. Jacques Chirac aussi avait tenté le coup pour se donner une plus grande marge de manœuvre en dissolvant l'Assemblée nationale et finalement avait perdu les élections législatives suivantes qui avaient été gagnées plutôt par la gauche. Jacques Chirac étant président de droite, le Rassemblement pour la République, le RPR à l'époque, l'ancêtre de l'UMP. Et donc il a joué ce coup et en gros, entre guillemets, il a perdu puisque les élections suivantes ne lui ont pas donné de majorité pour gouverner correctement. Il a fallu mettre en place une cohabitation, on verra exactement ce que c'est ensemble. C'est quand vous avez un président d'un bord politique et un gouvernement et une assemblée d'un autre bord politique, et ça amène une certaine forme de blocage des institutions. On l'a connu plusieurs fois dans la Ve République. Donc ça, c'est pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc le président peut la demander. En tant que président, il a aussi un rôle officiel, chef des armées. Il ne laisse pas les militaires seuls décider. Les militaires ne sont pas représentants du peuple au suffrage universel. Donc le président représente le peuple et prend les grandes décisions
militaire, en tant que représentant donc. Il a le droit de faire grâce quand il rentre en application. Donc traditionnellement, jusqu'à peu près à la présidence de Nicolas Sarkozy, par exemple, il y avait des grâces qui étaient faites pour des contraventions autoroutières ou routières. Des gens qui avaient perdu des points, des choses comme ça. Le président faisait grâce. Aujourd'hui, c'est un peu tombé en désuétude. Et c'est lui qui négocie et ratifie les traités. C'est notre représentant à l'extérieur, une sorte de VRP de la France. C'est lui qui va représenter la France dans la signature des traités internationaux. Donc il négocie et il ratifie les traités. Évidemment, il a pour ça des cabinets, des aides, les ministres, etc., qui vont lui apporter une aide pour les négocier. Donc voilà à quoi sert le président de la République. Globalement, vous pouvez voir que c'est un rôle d'arbitrage et de maintien de la Constitution. C'est lui qui va nommer le Premier ministre et le gouvernement. Il va présider le Conseil des ministres en tant que représentant officiel au suffrage universel, puisque je rappelle que les ministres, eux, ne sont pas élus. Et il peut soumettre au référendum le projet de loi, il est le chef des armées. Il peut également dissoudre l'Assemblée nationale. Donc c'est un rôle d'arbitre qui est garant de la Constitution. Mais alors, quelle différence avec le rôle du gouvernement ? Le gouvernement, quant à lui, que fait-il ? Ces 3 articles nous montrent. Donc comment est-il déjà nommé ? Eh bien, c'est le président de la République qui va nommer le Premier ministre et qui va mettre fin à ses fonctions par celui-ci, par lui-même, par sa demande lors de la démission du gouvernement. Et le président et le Premier ministre doivent s'entendre pour nommer les autres membres du gouvernement et mettre fin éventuellement à leurs fonctions également pour en changer, ce qu'on appelle un remaniement ministériel. Donc, il faut que le président et le Premier ministre soient d'accord. Alors ça peut parfois poser problème quand le président et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique, suite par exemple à une dissolution de l'Assemblée nationale qui aurait amené l'Assemblée à être d'un autre bord politique que le président. Dans ces cas-là, si le président nomme un Premier ministre qui soit de son bord politique à lui et pas de celui de l'Assemblée, l'Assemblée va faire sauter le gouvernement. Elle a le droit de aussi dissoudre le gouvernement, ce qu'on appelle une censure. Et à partir de là, le président est obligé de prendre comme Premier ministre quelqu'un qui est issu du parti majoritaire ou de la mouvance politique majoritaire à l'Assemblée. Donc ça peut poser des problèmes de dysfonctionnement ensuite et de mésentente entre le président et le gouvernement sur la politique à tenir. À la fois Jacques Chirac et François Mitterrand ont eu des premiers ministres qui n'étaient pas du même bord politique qu'eux, ce qu'on appelle une cohabitation. Donc le gouvernement, et d'abord le Premier ministre, est nommé par le président de la République. Et c'est le gouvernement, regardez, qui détermine et conduit la politique de la nation, d'après notre Constitution. Pas le président lui-même, qui a donc ce rôle d'arbitrage, mais le gouvernement. Et ce gouvernement est dirigé par le Premier ministre. Il dirige l'action du gouvernement. Donc voilà la répartition traditionnelle des pouvoirs de la Ve République qui subit actuellement des modifications suite à l'implication de plus en plus grande des présidents dans la politique de la nation au jour le jour. Qu'est-ce que ça nous donne sur la fiche que je vous ai distribuée et qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Donc sur notre fiche de la Constitution, on peut indiquer que, ça ira plus vite comme ça, voilà, hop. Nous y sommes. Donc 2 choses. Côté gauche, regardez le président. Alors on récapitule, il est élu pour 5 ans, rééligible sans limitation. C'est le garant de l'État chargé du respect de la Constitution, il promulgue les lois. Il peut saisir le Conseil constitutionnel s'il pense qu'une loi n'est pas constitutionnelle. Il nomme et renvoie le Premier ministre, peut consulter directement le peuple par référendum, peut dissoudre l'Assemblée nationale, et il est le chef des armées. En cas de menace grave sur le pays, regardez un article de la Constitution spécifique, peut leur s'imposer, l'article 16. Alors l'article 16... il est ici. L'article 16. Alors que nous dit la Constitution de 1958 ? Lorsque la patrie est en danger, le pouvoir politique a besoin de prendre des décisions rapides. Donc, dès qu'il y a une menace grave ou immédiate sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, alors le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après avoir consulté le Premier ministre, les présidents des assemblées et les conseils constitutionnels. C'est-à-dire qu'il peut, dans ces cas-là, informer la nation par un message. Le Conseil constitutionnel est consulté, le Parlement se réunit, forcément, il a le droit de se réunir,
et l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Donc le président peut avoir des pouvoirs exceptionnels de prise de décision sans consultation au préalable du pouvoir législatif, lorsque l'on juge qu'il faut aller très très vite pour la prise de décision. C'est l'article 16 qui le permet. Et il donne aussi des garde-fous, puisque le Parlement continue de se réunir et qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Alors, pouvoir exceptionnel, c'est pas forcément état d'urgence, comme on le connaît actuellement. C'est deux pratiques qui sont différenciées dans la Constitution. Donc, pourquoi c'est le président qui a ce type de pouvoir lorsque vous avez un besoin rapide de décision? Parce que c'est lui, encore une fois, qui est le représentant direct de la nation au suffrage universel direct, dans le pouvoir exécutif. Pendant ce temps-là, le gouvernement, donc là nous étions sur le président de la République, le gouvernement, comme on l'a dit, se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, il détermine et il conduit la politique française. Où sont prises ces décisions? Le mercredi à l'Élysée, lors du Conseil des ministres, vous avez des réunions des ministres présidées par le président de la République. Lorsque vous avez des projets de loi qui sont pris, ça c'est le rôle législatif du gouvernement, il ne peut pas évidemment voter lui-même ces lois, ces projets de loi sont soumis à vote par l'Assemblée nationale, et par contre, une fois que ces lois sont mises en place, pour assurer leur bon fonctionnement et leur bonne intégration dans le corpus des lois français, il va y avoir des décrets ministériels, donc un rôle exécutif pour dire comment on va appliquer les lois. Il est responsable au gouvernement devant l'Assemblée nationale, elle peut renverser le gouvernement, on appelle ce principe une motion de censure, comme on l'a dit. Donc il y a une double censure possible, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale peut censurer le gouvernement. Donc voilà à quoi sert le gouvernement, il a donc un rôle exécutif, son rôle législatif c'est de proposer des lois à l'exécutif. Il existe un article dans la Constitution, l'article 49.3, donc fameux 49.3 dont vous entendrez probablement parler au cours de votre carrière de citoyen, qui est le droit pour le gouvernement de faire passer en force à l'Assemblée nationale un décret, un projet de loi plutôt, et cet article 49.3 par contre est compensé par le fait que l'on peut censurer le gouvernement. Donc quand il y a les 2/3 de l'Assemblée qui sont d'accord, ils font une motion de censure et le gouvernement pourrait sauter. Donc article 49.3 d'un côté qui permet de passer un projet de loi à l'Assemblée et de l'autre côté motion de censure possible par l'Assemblée. Donc évidemment si l'Assemblée est majoritairement d'abord politique mais pas assez pour obtenir les 2/3 des voix pour voter une motion de censure, c'est là qu'il va y avoir un problème qui se pose entre les possibilités du gouvernement et les problèmes qu'a l'Assemblée. Alors justement, l'Assemblée étant le pouvoir législatif, on va voir maintenant exactement à quoi ce pouvoir-là sert. Donc ce pouvoir-là, législatif, a 3 rôles particuliers. On a vu déjà la fois dernière qu'il se composait de l'Assemblée nationale, des 577 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans, et des 331 sénateurs élus par les grands électeurs pour 6 ans, donc au suffrage universel indirect. On a vu que les députés siègent au Palais Bourbon, alors qu'au Palais du Luxembourg, vous avez le Sénat. Chaque député défend les intérêts de sa circonscription, l'endroit où il a été élu. Par contre, c'est le président du Sénat qui, en cas de vacance du pouvoir, vacance sans S, c'est-à-dire quand le pouvoir n'est plus présent, par exemple parce qu'un président est mort, il assure l'intérim de la présidence de la République et c'est lui qui va organiser les nouvelles élections présidentielles anticipées. Donc il y a 3 rôles de pouvoir législatif que nous allons voir maintenant. Donc rapport entre Parlement et gouvernement et rôle de pouvoir législatif dans la Constitution. Donc le Parlement se réunit de plein droit d'une session ordinaire qui commence le 1er jour ouvrable d'octobre, enfin le dernier jour ouvrable de juin, donc il n'y a pas de session parlementaire de juillet, août, septembre. Le Sénat légifère, donc a pour mission de créer les lois comme l'Assemblée nationale, contrôle également le gouvernement, défend les collectivités territoriales, et plusieurs choses. Première chose, donc, il va y avoir des propositions de loi qui vont être faites par les députés et qui vont être votées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a aussi les députés et les sénateurs qui vont faire des questions au gouvernement pour questionner le gouvernement sur la manière dont il conduit la politique de l'État. Ils peuvent, les députés de l'Assemblée nationale, mettre en cause la responsabilité du gouvernement par une motion de censure. Et si cette motion de censure passe, la majorité doit dire, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
y a des commissions permanentes. Les députés sont répartis en commissions permanentes avec chaque fois des affaires spécifiques qui sont le thème de ces commissions, culturelles, étrangères, affaires de la défense, finances, économie, loi constitutionnelle et production et échange, ce qui permet de faire des groupes de travail pour déterminer au mieux et débattre au mieux des lois avant qu'elles soient prises. Donc voilà le rôle du gouvernement et voilà le rôle du pouvoir législatif. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale, eux, vont avoir pour rôle de voter les lois, de débattre les lois avant leur vote, et le président de la République ainsi que le gouvernement a pour rôle de faire appliquer les lois, c'est le pouvoir exécutif. Les lois peuvent être émises, les projets de loi peuvent être émis de deux sortes, de deux manières, soit par un membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on parle alors de proposition de loi, soit par le gouvernement, on parle alors de projet de loi, et tous les deux vont être débattus à l'Assemblée nationale et au Sénat. À la fin des choses, une fois que le texte a fait la navette, c'est-à-dire qu'il va être d'abord étudié par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat qui va pouvoir proposer des amendements, c'est-à-dire des changements au texte de loi, puis retourner à l'Assemblée nationale, c'est les députés, si les deux ne sont pas d'accord, qui ont le dernier mot, car c'est eux qui sont élus au suffrage universel direct et pas les sénateurs. Donc les députés vont voter le texte de loi qui va être ensuite promulgué par le président et qui va être appliqué dans le cadre des ordonnances de gouvernement dans tout le territoire. Donc voilà comment fonctionne notre 5e République. Vous voyez que c'est un régime qui à la fois donne beaucoup de pouvoir au président et à l'exécutif, mais également beaucoup de pouvoir au législatif, députés et sénateurs, et qui va avoir un système réciproque de surveillance par des motions de censure d'un côté et par la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale de l'autre côté pour le président, afin de permettre une évolution harmonieuse des pouvoirs. Pourquoi ? Parce que pendant la 4e République, que nous étudierons ensemble, il y avait un pouvoir législatif plus fort que le pouvoir exécutif, et il y avait donc énormément de changements chaque année de gouvernement. En moyenne, un gouvernement durait 6 mois lors de la 4e République, ce qui est extrêmement peu. Ça ne permet pas d'avoir une politique à long terme de mesures logiques qui soient prises. Et ceci amenait vraiment à des difficultés pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est ce qui va changer lors du passage de la 5e République à partir de 1858, surtout en 62, quand le président de la République devient officiellement élu par le suffrage universel direct. Voilà. Alors voilà la manière dont se met en place la différenciation des pouvoirs. Si on reprend bien votre feuille, là vous l'avez en entier maintenant, vous avez donc le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif que vous connaissez. Le rôle du pouvoir législatif, le rôle du pouvoir exécutif, vont pouvoir nous montrer notre 3e fiche que nous étudierons donc cette mercredi, c'est-à-dire comment une loi se met en place. Et on va avoir un organigramme justement qui va nous montrer les différentes étapes de la prise en compte des lois, depuis leur discussion jusqu'à leur promulgation. N'oubliez pas de réviser tout ça aussi pour le brevet blanc qui sera mis en place, ainsi que pour le vrai brevet. Nous on se revoit mercredi sur YouTube et la semaine prochaine de manière présentielle comme on dit maintenant. Très bonne journée à tous et à toutes.